Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Regard sur le numérique, proposée et réalisée par l'espace numérique de la ville de Meudon. Aujourd'hui, nous allons parler de jumeaux numériques, qui est, comme son nom l'indique, un modèle fidèle d'un objet, d'un lieu, d'un système. Mais à qui s'adresse ce jumeau numérique? Comment ça marche? Et quelles sont ses applications, notamment pour la ville de Meudon? C'est ce que nous allons découvrir avec nos deux invités. Messieurs, bonjour. 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 Et merci d'avoir accepté notre invitation. Frédéric Gilles, vous êtes consultant business, industrie, expert et chef de projet sur le jumeau virtuel de la Terre pour l'entreprise Dassault Systèmes basée à Vélizy. C'est absolument ça. Laurent Dutoit, vous êtes maire adjoint pour l'innovation, le numérique et les moyens généraux de la ville de Meudon. Exact. Frédéric Gilles, j'ai évoqué très rapidement en introduction le jumeau numérique. Comment est-ce qu'on pourrait le définir pour une personne qui n'en a jamais entendu parler? Alors, je vais définir deux concepts, le jumeau numérique et le jumeau virtuel. Le jumeau numérique est une représentation informatique, une dimension, deux dimensions ou trois dimensions, d'un objet, d'un système, d'un environnement existant. À partir de cet existant, on va pouvoir imaginer le futur avec de nouvelles solutions. Ça sera le jumeau virtuel. Très bien. Alors, comment ça marche, en fait, concrètement ? Alors, le jumeau, on va créer un modèle, trois dimensions, avec un niveau de précision le plus fin possible. Aujourd'hui, si on parle d'une ville, on est de l'ordre de 30 cm, sur des échelles de plusieurs kilomètres carrés. Et on va intégrer le maximum d'informations. Les matériaux des bâtiments, les matériaux des sols, tout ce qui est environnement, c'est-à-dire les arbres, les plantations, les arbustes, même la pelouse. Et enfin, les conditions de fonctionnement. Quand je parle de conditions de fonctionnement, je vais parler du vent, du soleil, de la radiation solaire en dynamique, de la température, de l'eau s'il y en a, etc. Le maximum d'informations de l'existant. Très bien. Alors, à quoi ça sert au final? Parce que quand on va représenter tout ça, donc on va chercher quoi exactement quand vous parlez d'inclure du vent, d'inclure des données donc climatiques? Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à reproduire le fonctionnement réel d'une ville, au niveau d'une ville, donc l'existant, et pour pouvoir se projeter sur le futur. On sait qu'à l'horizon 2050, les températures vont augmenter. On va pouvoir simuler ces évolutions de température. On va pouvoir imaginer de nouvelles solutions. Est-ce que je dois planter des arbres? Est-ce que je dois changer le sol? Est-ce que je dois mettre les bâtiments à un nouvel endroit? Etc. Donc vraiment un nouvel aménagement, le futur. Prévoir le futur, imaginer le futur et optimiser le futur. Le jumeau numérique, c'est effectivement une représentation réelle de ce qui se passe réellement avec des recopies, en fait, comme un jumeau. Alors, quelle est la différence avec le 3D, finalement? Alors, en tant que tel, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, dans les modèles 3D, on parlait de modèles 3D, tout simplement, et on a essayé de représenter la réalité, mais avec des moyens informatiques beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces moyens informatiques se sont développés, et donc on peut aller beaucoup plus en détail pour des coûts d'informatique beaucoup moindres. Et surtout, on a progressé dans un bon nombre de physique, de connaissances de la physique. Par exemple, si je prends un arbre, il fut quelque temps, c'était juste un tronc avec un volume solide. Aujourd'hui, on fait travailler l'arbre. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil, mais on le fait travailler comme un objet réel, en tenant compte de son feuillage et de son essence. Et quels sont les secteurs qui vont utiliser principalement le jumeau numérique? Alors historiquement, moi j'ai travaillé d'abord dans la défense, et c'était la défense qui était en pointe sur ces outils, donc les missiles, les avions, les hélicoptères. Ensuite, l'automobile a énormément travaillé, parce que les prototypes ont un coût exponentiel, et donc l'idée c'est de supprimer ces prototypes. Et aujourd'hui, je dirais que toutes les industries l'utilisent. Les architectes, la santé. Aujourd'hui, on définit les stènes des opérations cardiaques de manière individuelle avec un jumeau virtuel de la personne. Alors le stent, je rappelle, c'est ce petit ressort, quelque part, quand on a une maladie cardiaque, qui va être adapté plus ou moins bien. Donc là, vous rentrez dans le détail un petit peu, parce que c'est assez intéressant, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il y avait 3 tailles de stènes de manière normative, et on appliquait sur les patients un de ces 3 modèles. Malheureusement, les médecins se sont aperçus qu'il y avait jusqu'à 30% de réopérations dans l'année, ce qui a un coût, ce qui a un risque sur la santé. Et donc l'idée, ça a été de créer le jumeau numérique et le jumeau virtuel du patient. Donc on scanne le patient via un IRM, on recrée le patient avec ses artères, son cœur, et on va dimensionner le stent au patient. Alors évidemment, le coût du stent a augmenté de manière sensible. Par contre, on supprime toutes ces réopérations. Et je dirais à la fois, il y a un gain de santé, évidemment, pour la personne, et c'est quand même un objectif primordial, mais également un gain économique. Alors c'est vrai que c'est quand même assez étonnant qu'on arrive à scanner un être humain pour arriver à voir la taille des artères pour installer un stent. Ça veut dire que tous les domaines presque pourraient utiliser le jumeau numérique si on veut bien.
tous les domaines peuvent utiliser le jumeau numérique. Absolument tous les domaines. Vous en parliez un tout petit peu au début. À quel moment finalement Dassault Systèmes s'est réellement investi dans le jumeau numérique ? Alors globalement, il y a 45 ans, à la création de Dassault Systèmes, puisque l'idée c'était de représenter informatiquement les objets avant qu'ils existent pour créer un avion, une voiture. Et petit à petit, on est parti d'une partie d'une voiture, d'une carrosserie, et petit à petit, on est arrivé à une voiture complète, à un avion complet. Et une fois qu'on a un avion, une voiture, pourquoi ne pas faire une maison, un corps, une télévision, un ordinateur, etc. Alors l'idée quand même, c'est que c'est une question de coût, parce que finalement c'est extrêmement intéressant de faire un jumeau virtuel, enfin un jumeau numérique, puis ensuite de partir sur le virtuel pour d'imaginer des choses, pour se projeter, transformer, etc. C'est quand même une question de coût aussi, c'est intéressant. Alors c'est très intéressant puisqu'on va pouvoir simuler le fonctionnement d'un objet qui n'existe pas. Donc en développement, pour un ingénieur, pour quelle que soit l'industrie, développer un produit et s'assurer qu'il va fonctionner au mieux de ce qu'on attend, c'est parfaitement intéressant puisqu'on va éliminer tous les prototypes, on va éliminer tous les risques de dysfonctionnement et on va pouvoir même optimiser les masses, par exemple, optimiser la performance. Un exemple, je vais peut-être pouvoir gagner 10% de la masse d'une voiture en utilisant la simulation. Et donc là, on va avoir un effet bénéfique puisqu'en économisant la masse, je vais économiser la consommation, je vais économiser sur les systèmes de freinage et c'est l'effet vertueux. Alors, vous parliez tout à l'heure donc dans certains secteurs, j'imagine que c'est un peu différent, mais il y a peut-être quand même des lignes d'étapes quand on crée un jumeau numérique. Absolument, il y a plusieurs étapes. Dites-nous tout. Alors déjà, comprendre le besoin du client, ça c'est primordial pour adapter la réponse. Ensuite, on va créer un modèle 3D et comme je le disais, le plus fidèlement possible. L'objectif est vraiment d'être représentatif de l'objet au départ, même s'il n'existe pas. Alors ça peut paraître particulier comme raisonnement, mais on va essayer de représenter l'objet dans le maximum de ses détails. Ensuite, on va intégrer tout ce qui est matériaux de l'objet. Les caractéristiques matériaux, les caractéristiques thermiques de l'objet, même des caractéristiques électromagnétiques, tous les phénomènes physiques de la vraie vie. Puis, on va faire fonctionner l'objet dans son champ d'application réel. Pour une ville, je vais mettre le vent, je vais mettre la température et je vais même pouvoir simuler la vitesse du vent et la température du vent en fonction de l'altitude. Et en dynamique, c'est-à-dire que mon vent, il n'est évidemment pas fixe, donc je vais pouvoir faire varier mon vent en vitesse et en orientation. Je vais mettre vraiment le maximum d'informations. Une fois que j'ai ce modèle, c'est ce qu'on appelle une mise en données, je vais pouvoir envoyer la simulation qui va être plus ou moins longue, ça peut durer une nuit, ça peut durer 1 heure, ça dépend du nombre de processeurs. Et ensuite, c'est là que l'intelligence intervient aussi de l'ingénieur, c'est l'exploitation des résultats. S'assurer que les résultats donnés ont un sens physique, parce que comme tout à chacun, on n'est pas à l'abri d'une erreur. S'assurer que ça a un sens physique, analyser, et surtout, là où c'est important, l'ingénieur, à partir des résultats, va proposer des nouvelles alternatives. Alors vous parlez d'ingénieur, mais vous faites appel à énormément de corps de métier, j'imagine, quand vous parlez de climat, de température, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui interviennent là dans Alors, tout ça. Ça, c'est le côté passionnant pour moi de l'ingénieur, c'est qu'il doit pouvoir s'intéresser à tous les milieux. Moi, je viens de la défense, j'ai basculé à l'automobile. Aujourd'hui, je m'occupe des villes. Et évidemment, je ne connaissais pas le fonctionnement d'un arbre, je ne connaissais pas les problématiques météo. Donc l'ingénieur va avoir cette capacité aussi à acquérir de nouvelles compétences, à écouter les métiers dont c'est la spécialité, et ensuite petit à petit parler le même langage pour proposer. Très bien. Alors, vous avez justement utilisé le jumeau numérique à Meudon. Nous allons parler avec vous, Laurent Dutoit. Alors, je le disais en introduction, vous êtes élu au numérique à la ville de Meudon et bien sûr, cette technologie, vous la connaissez. Alors, quels sont les espaces publics qui ont été concernés par le jumeau numérique à Meudon ? Tout d'abord, c'est vraiment une très belle collaboration que la ville de Meudon a engagée avec Dassault Systèmes. C'est une innovation unique en France à ce jour. On a décidé effectivement de tester l'usage de ce jumeau numérique pour 2 réaménagements de places. La place Tony de Graff, donc à Meudon-sur-Seine, et la place Simone Veil à Meudon-la-Forêt. Alors l'intérêt, effectivement, c'était de pouvoir analyser l'impact des choix et des décisions qu'on avait prises en termes de réaménagement et en termes de végétalisation, pour étudier si le nombre d'arbres qu'on avait estimé était suffisant, si la végétalisation qu'on avait voulu envisager était suffisante pour abaisser la température. En fait, ces places ont été conçues il y a une bonne dizaine d'années.
À l'époque, on voulait des places très dégagées pour pouvoir y faire des festivités, des rencontres, des choses comme ça. Et aujourd'hui, avec l'augmentation de température, finalement, les gens veulent des endroits apaisés où ils vont pouvoir effectivement avoir des températures inférieures à celles qu'on a quand on est autour du macadam ou de pierres, etc. Et donc, l'intérêt, ça a été effectivement d'utiliser cette solution numérique pour aller faire évoluer différents critères dont monsieur parlait, pour estimer effectivement l'impact sur la température sous les arbres et à proximité, et puis aux alentours, notamment l'impact également du vent dans ces périmètres. Alors pourquoi finalement la ville décide de faire des représentations virtuelles dans l'objectif, là vous parliez de rafraîchissement urbain, oui. Mais il y a aussi quoi, la biodiversité, qu'est-ce qu'on peut évoquer dans une ville pour pouvoir justement faire appel à du jumeau virtuel? L'intérêt surtout c'est de voir si on prend la bonne orientation et de savoir si on investit au juste nécessaire en fait. De ne pas vouloir mettre des arbres partout quand c'est pas nécessaire par exemple, ou de ne pas en mettre assez et finalement lancer des grands protocoles de travaux sans avoir finalement le résultat qu'on souhaitait réaliser. Donc dans un premier temps effectivement c'est d'avoir une zone de repos où les familles peuvent venir se rencontrer sur la place, y réaliser des activités sans être directement sous le soleil et sous la chaleur qu'on peut avoir ces derniers jours, et donc d'avoir cette capacité à aller abaisser les températures et de pouvoir quand même profiter de ces espaces publics. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs centaines de mètres carrés qui ont été donc végétalisés grâce à ce système, donc, et pour un coût moindre, puisque finalement, comme on le disait, c'est quand même intéressant financièrement aussi. Ça évite de se tromper. Oui, absolument. On va rentrer un petit peu dans le détail. Frédéric Gilles, pour réaliser un projet urbain comme celui de Meudon, comment vous avez fait? Quel type de données? Donc vous en avez parlé bien sûr, climatologique, température, etc. Vous avez intégré donc aussi des données de circulation, par exemple, des choses comme ça? Alors pas sur le cas du réchauffement. On n'a pas tenu compte du réchauffement lié à la circulation et à la thermique des moteurs. Donc là, on est vraiment sur le rayonnement solaire sur une journée. On a simulé 11 heures de rayonnement solaire et d'un rayonnement solaire réel, c'est-à-dire qu'on voit les ombres se déplacer sur la place en fonction du temps. Par contre, on pourrait, avec ce même modèle, effectivement analyser toutes les problématiques de circulation, analyser les nuisances sonores liées à la circulation. On parle beaucoup des scooters qui font beaucoup de bruit et qui gênent les citoyens. On pourrait imaginer ces simulations. On peut imaginer tout ce qui est ondes électromagnétiques liées aux antennes d'émission type 5G. Et on parle également de ruissellement dans les orages. On a connu de très forts orages la semaine dernière. On pourra simuler les ruissellements et positionner les bouches d'égout et d'évacuation d'eau au mieux pour évacuer le maximum d'eau en un minimum de temps. Là, par exemple, la place Tony de Graff est en pente. Oui. Est-ce que ça vous a posé problème? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui sont rentrées dans les données pour ce jumeau? Non, pas du tout, puisque là, oui, on faisait que le rayonnement solaire. Mais on va probablement avoir de nouveaux travaux avec la ville de Meudon, et le ruissellement est une question qui a été émise par monsieur le maire, et donc on va pouvoir imaginer ces systèmes de grilles d'égout bien positionnés. Et ça peut être complexe puisque c'est non seulement le positionnement mais également la taille de la bouche d'égout, et on va même jusqu'à la forme du grillage de la bouche d'égout, puisque selon les formes, l'eau pourrait rebondir et passer dessus sans être évacuée par-dessous. Alors un petit mot, Laurent Dutoit, justement par rapport à Meudon, parce que Meudon, il y a Meudon-la-Forêt, il y a Meudon-Avancey, tout ça, c'est une structure très différente, enfin en tout cas une région, enfin on va dire, voilà, des quartiers, puis des endroits très vallonnés ou très plats, c'est quand même très différent à Meudon, c'est pas évident du tout. Oui, absolument. Meudon-sur-Seine, effectivement, est près de la Seine, donc ils ont des températures peut-être légèrement inférieures parce qu'ils profitent du rafraîchissement de la Seine notamment. Par contre, effectivement, dans la forêt, on est en hauteur, donc on a énormément de vent. Et effectivement, on en parlera après, je pense que c'était un des impacts effectivement qu'on a constaté sur le jumeau numérique. Donc plutôt effectivement des critères assez différents qu'on a vraiment pu démontrer par cette simulation. Ah oui, selon les endroits, effectivement. Alors, Frédéric Gilles, quels outils technologiques sont rentrés dans le secret professionnel ou logiciels ont été utilisés finalement pour exploiter ce jumeau numérique? Alors au sein de Dassault Systèmes, on a créé un nouvel outil qui s'appelle la plateforme 3DX Experience et qui va permettre d'intégrer toute
nombre de logiciels extrêmement différents en termes de simulation, de gestion de données et même de communication au sein du projet par rapport aux utilisateurs. Si je parle du projet de Meudon, nous avons utilisé un logiciel qui s'appelle Katia, qui est utilisé dans toutes les industries pour modéliser en 3D le modèle. Pour toute la partie fluide et thermique, nous avons utilisé des logiciels qui s'appellent PowerFlow, PowerTherm. Et si demain nous faisons de l'électromagnétisme, on a un logiciel dédié à l'électromagnétisme qui s'appelle CST. Si demain on doit simuler la tenue d'une antenne à un vent exceptionnel de 300 km/h, on utilisera un outil qui s'appelle Abacus pour la résistance des matériaux. Donc on a une gamme qui couvre à la fois toutes les physiques et tous les dimensionnements, et je vais parler de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Il y avait une Katia, hein, je savais bien qu'il y avait une femme quelque part. En quoi un jumeau numérique finalement peut-il changer la façon dont on peut percevoir son entreprise ou une collectivité, sa ville, grâce au jumeau numérique? Et bien l'avantage, c'est de pouvoir effectivement représenter le futur et faire des choix par rapport à ce futur tout en intégrant les problématiques économiques. C'est-à-dire que nous, en tant qu'ingénieurs, on va proposer un certain nombre d'éventails de solutions par rapport à des critères qui ont été fournis par le client. Moins de température, moins d'effet de courant d'air. Donc on va pouvoir dire, voilà, je rajoute 3 arbres, ou je change le matériau de la place, ou je change un matériau ailleurs. Par contre, tout ça a un coût, et nous, c'est pas notre métier. Donc on va proposer un éventail de solutions, et ensuite, c'est à la mairie, la collectivité, qui va dire, ok, je comprends bien, celui-là gagne le plus, par contre, peut-être que je ne sais pas le réaliser pour X raisons. Celui-là va gagner peut-être un tout petit peu moins, 5% de moins, mais économiquement, il a un sens. Et par rapport à mon aménagement que je veux faire sur ma place, il a un sens. Alors, Laurent Dutoit, justement, en parlant de futur, on a parlé beaucoup de Meudon 2040, où la population a pu se projeter, des jeunes comme des moins jeunes, des actifs comme des personnes qui ne travaillent plus. Et donc, c'était aussi un souhait de la population d'aller vers quelque chose qui tend vers ce qu'on pourrait utiliser avec le jumeau numérique. Oui, il y a une grande attente de la population. Alors, on a la chance sur Meudon d'être à proximité de la forêt. Donc, il y a une vraie proximité entre les Meudonnais et la nature. Et donc, effectivement, en permanence reviennent les demandes pour végétaliser, pour avoir plus de nature, pour profiter des parcs à proximité, enfin voilà, pour éventuellement, quand on a des projets, éviter au maximum la construction d'immeubles, mais profiter des espaces verts. Voilà, donc ça, c'est des choses qui reviennent régulièrement sur Meudon, évidemment on prend en compte. Et de fait, comme on le disait ici, l'intérêt effectivement de ces jumeaux numériques, c'est de pouvoir investir au juste nécessaire en fait, et de savoir quel curseur il faut faire bouger pour obtenir effectivement des avantages ou un intérêt pour la population. Et notamment la position des arbres, le nombre d'arbres, le type d'espèces d'arbres aussi également, ça a un intérêt maintenant également. Voilà, donc tout ça permet d'avoir des critères factuels pour pouvoir prendre des décisions et les prendre au juste nécessaire. Alors justement, quelles décisions concrètes finalement ont émergé de l'usage de ce jumeau pour la végétalisation, puisque là il était question de ça sur la place Tony de Grappe. Oui, absolument. Mais je pense qu'on a affiné donc les choix notamment des espèces d'arbres. La position de certains arbres a été reprise effectivement en fonction des résultats. On a constaté sur Meudon-la-Forêt, comme je le disais, que finalement c'est pas le nombre d'arbres qui était important, mais c'était plutôt la gestion du vent, puisque là comme il y a un vent très important en permanence, on avait effectivement une perte de température due au vent, mais aussi un sentiment désagréable lorsqu'on est sur la place d'avoir en permanence du vent. Et quelque part, on le voyait, mais on avait du mal à comprendre effectivement ce phénomène. Et la simulation nous a apporté cette certitude, et c'est typiquement des choses qu'on va faire évoluer à l'avenir pour amener plus de confort sur cette place. Alors, comment est-ce qu'on peut déjà un peu envisager les choses? Vous avez une petite idée par rapport à, justement, l'idée c'est de les mettre d'une certaine manière, c'est de les projeter autrement, c'est de les avoir plus grands, plus petits. Enfin, vous parlez de végétalisation bien choisie, donc tout ça se fait en concertation avec les logiciels que vous développez, vous, chez Dassault Systèmes, Frédéric Gilles, ou bien est-ce qu'il y a aussi tout ce qui est paysager à Meudon qui interviennent? Comment ça se passe concrètement? Oui, mais je pense que là, il y a une belle collaboration avec les espaces
vert de la ville, et puis synergie comme ça. Avec l'équipe qui aménageait effectivement la place pour la ville, et de manière à pouvoir faire les meilleurs choix en termes de végétaux, d'espaces végétalisés justement, et puis on parlait du ruissellement des eaux, ça a été important aussi, notamment pour être sûr qu'effectivement on va bénéficier au maximum des eaux de pluie par exemple, sans avoir à venir tous les jours arroser les plantes ou les arbres. Donc ça, oui, parce que c'est ça important. aussi, il faut aussi derrière, une fois que c'est fait, il faut pouvoir entretenir, il va falloir, il faut aussi avoir cette gestion quand même là derrière. Oui, et donc puis en termes écologiques, on fait attention aussi à l'usage de l'eau, donc effectivement tout ça a un sens. Oui, et c'est la ville donc qui va devoir aussi peut-être s'atteler à tout ça, ou bien il y a eu, j'imagine, concertation aussi avec les conseils de quartier, avec les gens pour pouvoir voir comment tout ça allait se présenter. Oui, les projets ont été présentés très en amont. Les conseils de quartier ont participé effectivement aux choix qui ont été faits. Et puis après, surtout, la communication, une fois que les simulations ont été réalisées, on a fait un grand nombre de communications, notamment dans le cadre de Meudon 2040, mais dans des réunions de quartier, dans des présentations du maire, pour montrer le résultat de cette belle expérimentation. Et le fait de montrer à l'écran les impacts effectivement qu'avaient ces différentes simulations et l'intérêt qu'on a porté au travers de cette revégétalisation, ça a permis aux gens de comprendre physiquement ce qui se passait au travers de cette image et de cette simulation 3D en fait, ce qui est finalement très difficile à expliquer sur des PowerPoint ou même sur des vidéos, quoi. Donc là ils ont vu physiquement ce que des changements de paramètres apportaient comme fonctionnement, comme cadre de vie, on va dire, différent. Oui, d'ailleurs, la population a eu l'occasion de voir au Hangar Y, donc récemment, cette représentation, lorsque vous étiez présent donc d'Asso Systèmes là-bas, et la ville, bien sûr, avec monsieur le maire, pour montrer un petit peu ce que ça allait donner, de manière à ce que les gens puissent mieux se projeter, parce que jumeaux numériques, jumeaux virtuels, maintenant, c'est un peu plus clair, j'imagine, dans la tête de tout le monde, mais c'était quand même pas très, très évident. Non, c'est encore des outils qui sont encore, comme on le disait tout à l'heure, réservés vraiment à des grands spécialistes de l'industrie de pointe, de la défense, de l'automobile. Et donc, effectivement, la plupart des gens, le grand public ne connaît pas ces outils. On en a déjà entendu parler de loin, mais ne connaît pas effectivement l'intérêt de ces outils. Frédéric Gilles, est-ce que vous auriez un exemple à nous donner de jumeaux qui auraient finalement permis d'éviter une erreur, ou bien peut-être d'optimiser un aménagement? Alors peut-être pas une erreur, ce serait peut-être un peu... mais Alors non, c'est pas une erreur, mais alors je vais parler d'une période qui malheureusement n'était pas très joyeuse, c'est la période du Covid, où effectivement il y avait des problématiques au sein des hôpitaux de transfert de la bactérie Covid, et ils ne comprenaient pas pourquoi cette bactérie se déplaçait d'une zone à une autre. Et on a recréé quasiment tous les hôpitaux de France en 3D à partir de plans 2D. Et quand je dis recréer, c'est avec les lits des patients, les systèmes de ventilation, de climatisation. Et on a montré malheureusement qu'il y avait des systèmes de climatisation qui aspiraient les bactéries pour aller les projeter dans un autre service. Et donc on a pu là, de manière immédiate, proposer de changer la ventilation, voire de la couper, ou même d'ouvrir une fenêtre qui supprimait cet effet de transmission de cette bactérie, enfin de cette nuisance. Donc là, on a eu un impact réel, immédiat, très rapide. Bon, là c'est très positif bien sûr, mais jusqu'où peut-on faire confiance aux jumeaux numériques? Alors, la simulation, moi je l'utilise depuis un peu plus de 35 ans maintenant, comme je l'ai dit, dans la défense d'abord, dans l'automobile. Avant de faire confiance à la simulation, les industries ont eu besoin de faire ce qu'on appelle une corrélation. C'est-à-dire que je vais faire un essai d'un objet physique et je vais faire la simulation correspondant à l'essai de cet objet physique. Et je vais comparer les deux. Et au début, on va pouvoir voir qu'il y a une différence de 10%, 15%. Et petit à petit, on va essayer de comprendre, enrichir le modèle, jusqu'à converger à ce qu'on appelle de la prédictivité. Et on a deux moyens d'utiliser un modèle. Soit en qualitatif, c'est-à-dire que je suis en avance de phase d'un projet, je suis au tout début, et je vais pouvoir comparer très rapidement différentes solutions. Je sais que je n'ai pas exactement le résultat futur de l'objet, mais je vais pouvoir dire celui-là est le plus mauvais, celui-là est le meilleur, donc évidemment je vais travailler sur le meilleur et éliminer les plus mauvais. Et petit à petit, les modèles vont s'enrichir pour aller vers l'exact. Alors je vais donner un autre exemple qui est dans l'automobile, où on a travaillé sur la soufflerie S2A de Renault et PSA à Saint-Cyr. On a représenté numériquement cette soufflerie, on a passé un certain nombre de véhicules des deux constructeurs, et on a atteint une précision de simulation de l'ordre de 3% par rapport à cette soufflerie.
Et il faut savoir que si vous passez la même voiture plusieurs fois dans la soufflerie, nous n'aurons pas 3% seulement d'écart entre les différents essais, mais plus, parce que la voiture va pas être exactement positionnée au même endroit, le pneu va peut-être pas être gonflé exactement de la même manière, la température, enfin tout un tas de paramètres ne seront pas exactement les mêmes, et donc aujourd'hui on a un niveau de confiance extrêmement élevé sur nos modèles. Et quand on commence pour une nouvelle industrie, on va tout de suite essayer de caler par rapport à ce qu'on peut récupérer en termes d'essais dans les publications, partout où on peut trouver. Laurent Dutoit, est-ce que le jumeau numérique, justement, on pourra s'en servir après pour permettre aux personnes, aux Meudonnaises, dans les conseils de quartier par exemple, j'y reviens parce que c'est vrai que c'est quand même très, très fort à Meudon, de concerter la population. Est-ce qu'on pourra imaginer justement de pouvoir parler un peu plus de cette technologie pour proposer des aménagements à droite à gauche en fonction des quartiers? Oui, il y a encore de gros potentiels effectivement avec l'usage de ces outils de simulation. Déjà dans l'aménagement d'un quartier, on l'a vu effectivement, là notamment on l'a vu sur pièce à Meudon-la-Forêt, où on s'est dit c'est dommage, si on avait déplacé un immeuble pour le mettre un peu sur le côté, on n'aurait pas eu effectivement ce couloir devant. Donc on peut imaginer effectivement faire ces simulations en amont de la finalisation, on va dire, d'un projet d'aménagement pour que tous les paramètres effectivement soient les plus optimales, aussi bien sur les ombres, le soleil, le vent, etc. Et donc définir l'implantation idéale de ces différents immeubles quand on a un quartier complet à revoir. On peut aussi l'imaginer pour tous nos études de réaménagement des routes. On a aujourd'hui beaucoup d'évolutions au travers de l'ajout de pistes cyclables. Souvent, ça se fait avec des contraintes évidemment sur la circulation classique. Donc on peut imaginer essayer de trouver la meilleure hypothèse dans le quartier en faisant évoluer effectivement les sens de circulation, en changeant une route, puisque là en simulation ça va très vite. Aujourd'hui, ça se fait plutôt à l'expérience, mais l'expérience par moment elle est malheureuse quand on se rend compte effectivement que ça marche pas bien. Là, le fait de tout simuler permettra en amont d'optimiser vraiment les flux de circulation en fonction des horaires, en fonction des jours, etc. Et ça, la simulation nous donne énormément de possibilités autour de ces réaménagements. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très très positif. Alors là, je vais vous poser la question à tous les deux, mais est-ce qu'il y a des limites finalement ou des défis dans l'utilisation de cet outil? Peut-être Laurent Dutoit. Oui, là je dirais c'est comme tous les projets numériques, il faut de la donnée. Il faut de la donnée, donc pour pouvoir simuler, il faut avoir de la donnée 3D, ou en tout cas de la reconstituer. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui travaillent essentiellement en 2D. Dans le bâtiment, ils commencent à mettre en œuvre la 3D, notamment sous l'impulsion des architectes, mais les bâtiments ne sont pas toujours à jour. Quand ils livrent un bâtiment, souvent les passages de câbles n'ont pas été mis à jour, tout l'aménagement. Et si on veut demain effectivement pouvoir simuler un réaménagement de type rénovation énergétique, des choses comme ça, il nous faut des données à jour. Donc voilà, ça c'est vraiment la limite. Si on veut continuer et pousser cette simulation, il va falloir qu'on ait ces données 3D à disposition ou les reconstituer, qui peut parfois prendre un peu de temps. Frédéric Gilles. Alors je vais rajouter 2 points. Aujourd'hui, on sait assez bien modéliser ce qui se passe en surface de la Terre. Par contre, on sait assez mal simuler ce qui est en dessous de la Terre. Je parlais tout à l'heure d'inondation. On a besoin, quand on parle d'inondation, de tous les systèmes d'évacuation, de tous les parkings souterrains, les caves, les canalisations, etc. Donc ça va être vraiment un des enjeux futurs pour la gestion de l'eau. Et un autre, c'est la frugalité. Aujourd'hui, les simulations coûtent de l'énergie, sont dans des data centers avec des systèmes de climatisation extrêmement coûteux d'un point de vue énergétique. Et Dassault Systèmes est très attaché à ça, c'est d'optimiser nos logiciels pour être le plus frugaux possible par rapport à une réponse. Donc il y a évidemment la réponse technique, la prédiction, mais également l'économie de l'énergie liée à l'usage de nos outils. Alors il reste encore à creuser des trucs en dessous. C'est vrai qu'en dessous ça doit pas être très très évident parce qu'il y a quand même des endroits, bon à Paris c'est peut-être plus simple parce qu'il y a quand même beaucoup de choses et encore, mais si on doit travailler sur du terrain par le carottage, on fait pas grand chose. Enfin, non, on n'a pas beaucoup de données, faut bien avouer. Et comment peut-on garantir finalement la sécurité aussi et la confidentialité des données qu'on va utiliser, parce que là si on en vient à tout ce qu'on entend aujourd'hui sur la propriété privée, RGPD et compagnie, il y a quand même un petit problème là, non? Alors non, puisque nos outils sont utilisés dans toutes les industries et évidemment au sein de chaque industrie, il y a des marques concurrentes entre elles, ne serait-ce que si on parle automobile. Aujourd'hui, on fournit nos outils et cette plateforme 3D Experience à quasiment tous les constructeurs.
Les outils sont positionnés sur des clouds, donc à distance. Et évidemment, tout est compartimenté. Chaque constructeur a sa zone de travail qui est parfaitement définie et sécurisée au plus haut niveau de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui en informatique. Et même au sein d'un espace pour un constructeur, on va sous-catégoriser en fonction des métiers, des projets, etc. Donc on est capable vraiment de gérer la sécurité au plus fin de l'objet sur lequel on travaille. Très bien, ça c'est réglé. Alors on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, bien sûr. Là, on est en plein dedans. À quel niveau est-ce qu'il intervient dans quelle phase ou quelle étape intervient l'intelligence artificielle? Elle peut intervenir très vite, en fin de compte, maintenant. Comme j'ai dit, on fait d'abord un modèle numérique d'un existant. Puis on va faire des modèles virtuels avec des variations de matériaux, de position d'armes, de type d'armes. C'est ce qu'on appelle l'expérience dans l'intelligence artificielle. Donc j'ai une expérience avec une dizaine de points. Et maintenant, nous avons des algorithmes qui vont faire varier pour chacun de ces paramètres dans des plages. Donc par exemple, j'ai pas plus que 10 arbres, j'ai entre 5 et 25 arbres. Et le logiciel va choisir de manière aléatoire le nombre d'arbres qu'il va positionner, le positionnement du bâtiment, le matériau du sol, le matériau du bâtiment. C'est lui qui va choisir. Et on va créer une infinité de solutions et ce qu'on appelle une surface de réponse avec un niveau de prédiction de l'erreur. Après, l'intelligence humaine reste là, puisque c'est l'ingénieur qui va dire ma prédiction d'erreur par rapport à mes paramètres et mes variations de paramètres est trop élevée. Je vais relancer des expériences pour affiner mes surfaces et mon niveau d'erreur. Et donc, je rejoins le point précédent, c'est qu'à partir... Pour 5 paramètres, il faut à peu près 12-15 simulations, mais j'aurai une infinité de solutions versus ces paramètres à une dimension. Et donc là, il y a une part de frugalité, puisque je n'aurai pas besoin de simuler toutes les configurations que souhaite une ville ou tout autre organisme. Donc c'est un métier d'avenir en fait, le jumeau numérique. Je crois. On est bien parti. Laurent Dutoit, est-ce qu'on pourrait justement imaginer que cet outil puisse s'intégrer complètement dans la politique de végétalisation de la ville, par exemple ? Oui, une fois que les modèles ont été construits, après effectivement, il nous faut la numérisation de l'environnement dans lequel on souhaite l'utiliser, mais maintenant que le travail a été fait effectivement de concevoir ces algorithmes, on va pouvoir les réutiliser beaucoup plus facilement dans les zones à lesquelles on voudrait aménager, faire des travaux, reconcevoir peut-être l'environnement. Et ça, on va avoir une facilité d'utilisation de l'outil. Alors évidemment, pour l'instant, c'est encore à mettre dans des mains d'experts, d'ingénieurs de haut rang, on va dire. Mais je pense qu'effectivement, tout le monde cherche à réduire la complexité d'usage de ces outils pour que les clients, les utilisateurs soient en mesure eux-mêmes de créer des scénarios et de les utiliser. Ce qui aura du coup un potentiel pour rendre les équipes de la ville autonomes, par exemple, dans les choix qui pourront être faits. En tout cas, le partenariat, là, il est bien parti avec Dassault et la ville de Meudon, on peut dire. Frédéric Gilles, vous pensez que le jumeau numérique peut s'étendre au grand public ou c'est une question bête ? Non, absolument, il peut s'étendre. Il y a 30 ans, les ingénieurs simulation calcul étaient des espèces extrêmement rares et qui étaient regardées de manière très bizarre. Un modèle de 100 000 éléments était déjà un monstre par rapport à l'époque. Aujourd'hui, on parle de millions d'éléments. Et donc, l'accessibilité devient plus importante pour les ingénieurs. Mais si on regarde, aujourd'hui, chacun peut concevoir sa cuisine, chacun peut concevoir son intérieur, sa décoration avec des logiciels gratuits disponibles. Certains sont d'ailleurs de chez Dassault Systèmes, dans des grandes chaînes d'ameublement. Qu'on ne citera pas. Voilà, qu'on ne citera pas. Mais pour moi, je pense qu'un jour, on aura le jumeau virtuel de Meudon, ou numérique, si c'est que l'existant et pas le futur. Et on pourra donner à un utilisateur, à un habitant de la ville, sa maison. Et il pourra simuler, par exemple, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre. Quel est l'impact sur la température intérieure de son bâtiment ? Ou je change ma toiture, je vais mettre 3 Velux ou remplacer mes tuiles par un autre matériau. Quel est mon impact sur ma maison ? Donc oui, je pense réellement, alors c'est pas demain, bien sûr, mais que dans quelques années, potentiellement, chacun pourra utiliser les outils. Donc en fin de compte, beaucoup de personnes utilisent le jumeau numérique sans même s'en rendre compte. C'est un peu comme les chatbots intelligence artificielle. Exactement. Sur un site internet, voilà. On ne se rend pas compte que c'est de l'intelligence artificielle, en fin de compte, c'est vrai. Un petit mot, Laurent Dutoit, sur finalement ce jumeau numérique en tant qu'outil aujourd'hui. Vous qui parlez beaucoup pour des jeunes, des métiers du futur, vous avez été le premier à pouvoir lancer avec le Fab Lab à Meudon, avec l'école du numérique. Donc tout ça, c'est quelque chose qui vous parle. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes aujourd'hui par rapport au fait que peut-être justement il y a des métiers là ? Aujourd'hui, oui, c'est clair
clair. Là, on est vraiment sur des métiers d'avenir. On le disait, c'était encore des métiers très pointus dans la défense ou l'automobile essentiellement. Là, on a une démocratisation de ces outils. Et donc, il est important que tous nos jeunes, effectivement, qui veulent aller vers des filières scientifiques, se rendent compte, effectivement, de l'usage, effectivement, qu'on peut avoir aujourd'hui de tous ces outils qui étaient avant des outils très complexes, qui vont également nous bénéficier au grand public et nous permettre de changer notre cadre de vie. Donc il y a de grands potentiels. On a développé beaucoup d'offres sur la ville de Meudon pour favoriser effectivement la connaissance technologique des enfants de la ville. Et effectivement, au travers de ces outils, je pense que ce sont des beaux cas d'usage également pour leur montrer l'intérêt de ces études scientifiques et du métier d'ingénieur dont on parlait un peu plus tôt. Alors après la place Tonidographe, la place Simone Veil, il y a d'autres choses qui sont un peu dans les tiroirs ou peut-être pas, peut-être un peu tôt. Il y a un gros projet de réaménagement de l'ONERA notamment. Et donc là, potentiellement, effectivement, on peut imaginer qu'on rentre dans ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'une étude complète d'aménagement du site qui intègre la position des bâtiments, le type de bâtiment, le type de matériaux, la position des arbres en l'occurrence. Voilà. Là, je pense que ce sera un bel exemple d'application. Eh bien, je vous invite donc tous et toutes à aller voir en bas du coteau de Meudon, donc notamment la place Tonidographe à Meudon, pour admirer déjà la réalisation de la végétalisation grâce aux jumeaux numériques de Dassault Systèmes. Merci, messieurs, de votre intervention. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission de Regard sur le numérique qui portera cette fois-ci sur l'intelligence artificielle, mais dans un autre domaine. Merci à toutes et à tous.